Première à qui je vais poser la question. À votre avis, en quoi la France de François Hollande, la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est différente de celle de Nicolas Sarkozy? Je pense qu'il y a un changement principal, c'est que finalement très peu a changé, en tout cas dans la façon dont les gens le ressentent. Et du coup, l'espoir du changement pour ceux qui étaient à gauche, à mon avis, est assez déçu, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui ont continué à être menées dans le même sens sans que ce soit dit. Et donc cette ambiguïté, c'est à mon avis une des grosses difficultés que François Hollande affronte aujourd'hui. Et l'autre point, c'est qu'il y a des gens de droite qui avaient voté, à mon avis, pour François Hollande en espérant une cohésion nationale différente et que cette promesse-là n'a absolument pas été tenue. Donc, Michel Ribes, pour vous, en quoi moi, je trouve que ça a changé. Déjà, on a un président qui parle français, qui ne fait pas de faute toutes les 3 secondes. Il vous dira peut-être pourquoi il en faisait, puisque... Non, mais c'est pas parce qu'on écrit des bons textes qu'on les dit bien. Ensuite, je pense que c'est un président exceptionnel parce que la normalité est exceptionnelle et de ne pas être normal, c'est la normalité pour les autres présidents. Ensuite, je pense qu'il y a une espèce de capacité à dire les choses et à faire des propositions et des décisions 2 ou 3 dans le mois et pas 10 par jour. D'ailleurs, c'est une des raisons, à mon avis, de son impopularité, car je pense que le côté Zorro d'avant faisait que tout le monde était comme ça dans un film d'action, etc. Les Français étaient addicts à une espèce d'énergie compulsive qui faisait 350 propositions par jour. Donc, quand tout d'un coup, il n'y en a que 5 ou 6 par mois, mais clair, on est comme ça, on a l'impression qu'il ne se passe rien, ce qui n'est pas vrai. Et enfin, je trouve qu'il y a une espèce de conviction calme qui se déroule, et face à des lièvres impatients, il y a une tortue qui avance avec grâce et à mon avis, comme on le sait, qui va gagner. Marie Degan, un mot sur les fautes de français de l'ancien président de la République? Non, moi, je préfère un président qui sait agir et voir ce qu'il faut de mieux pour un pays plutôt qu'un président lettré ou même beau parleur. Je pense que c'est pas là l'essentiel. La question des fautes de français, c'est vraiment dérisoire. On est d'accord. On va pas les raconter toutes. Et ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est des anecdotes. Ça a un grand intérêt parce que je pense que le style, c'est l'homme. Et c'est là où il y a un petit problème avec Sarkozy. Je pense que c'est une erreur. Du coup, à ce compte-là, on élit des phraseurs qui n'agissent pas. Donc, je dis pas que c'est le cas de François Hollande, mais je pense que c'est une grave erreur d'en faire un critère. Suragir et agir 600-700 fois par seconde, c'est pas non plus une manière d'agir. Le rapport au temps me paraît effectivement important. Vous avez raison de le souligner. C'était un grand versant de la normalité que François Hollande proposait d'incarner. Et c'est assez intéressant, effectivement, une présidence qui veut voir loin, se dérouler dans la durée. Mais là aussi, je pense qu'il y a une erreur d'appréciation qui est le rapport au quinquennat. On n'est plus dans une temporalité du septennat et le quinquennat a accéléré les choses, que les politiques le veuillent ou non. Alors il ne s'agit effectivement pas de faire de la frénésie pour la frénésie, mais il y a un rapport à l'action qui est très différent à partir du moment où la temporalité politique s'est réduite. Non, mais je pense que, vous inquiétez pas, François Hollande parle bien, mais il sait compter. Il sait la différence entre 5 et 7 et je suis sûr que ça, il le sait aussi. On est heureux pour lui. Une chose qui n'a pas changé, en tout cas, c'est que nous avons un président impopulaire, comme son prédécesseur, et même encore un peu plus. Regardez. François Hollande arrive au pouvoir dans une conjoncture économique difficile. Le changement promis se fait attendre. Et après 1 an au pouvoir, il bat tous les records d'impopularité. 1 an après son élection, Nicolas Sarkozy avait décroché lui aussi dans les sondages, mais la chute n'a pas été aussi rapide et brutale. En 1995, Jacques Chirac connaît également des débuts difficiles. Avec les grèves de l'automne contre la réforme de la sécurité sociale, sa cote de popularité s'effondre avant de rebondir dès que l'essentiel de la réforme est abandonné. Il est loin le temps où François Mitterrand surfait sur 54% de satisfaits pendant les 12 premiers mois de son mandat. Une popularité due à des réformes spectaculaires, 5e semaine de congé, 39 heures. Mais 2 ans après son élection, en 83, il sera contraint lui aussi d'imposer la rigueur. Thierry Sausset, il y a un fait, c'est que ceux qui nous gouvernent sont de plus en plus impopulaires. Oui, mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui, à tous les étages, on l'a déjà à peu près connu. Président impopulaire, Premier ministre qui rame, couac au gouvernement, parlementaires qui rentrent accablés de leur circonscription, parti majoritaire aux abonnés absents. Ce qu'on n'avait pas connu avec une telle rapidité et avec une telle ampleur, c'est tout ça en même temps. Et ça produit 2 choses. D'abord, ma conviction, c'est que si toute la chaîne du pouvoir est grippée, aujourd'hui,
franchement, les Français sont dans une incertitude incroyable. Ce qui a changé par rapport au quinquennat précédent, c'est qu'on reprochait à Sarkozy d'en faire trop. Bien entendu, on reproche à Hollande de ne pas en faire assez. Mais pire que ça, ce n'est pas tellement ce qu'ils font. Les Français savaient très bien qu'il faudrait mettre la main au portefeuille. C'est qu'ils ont l'impression, quand on annonce quelque chose, il faut attendre le contre-ordre. Voilà, c'était le changement hier, maintenant c'est le tournis. C'est-à-dire ça part absolument dans tous les sens. Le Premier ministre a d'ailleurs tellement de mal à coordonner ses ministres, ce sera un job full-time d'ailleurs, hein, entre nous pour éviter les couacs, que les Français ont le sentiment que leurs dirigeants ne savent pas où ils vont, où ils entraînent le pays. Et si vous voulez, il n'y a pas de confiance possible dans l'incertitude. Et ma conviction, c'est celle que j'exprime, c'est pour ça que j'ai pris la théorie de Kantorowicz sur les deux corps du roi, c'est que François Hollande n'arrive pas à habiter la fonction présidentielle, que c'est lui qui grippe l'ensemble du système et qu'il est au fond... interrompre, mais Nicolas Sarkozy, on disait exactement la même chose que lui. Oui, enfin... On disait lui non plus n'arrivait pas à habiter la fonction présidentielle. Oui, on le dit à chaque nouveau président en général. À ceci près que tout le monde a à peu près considéré que dans les périodes de tension et de crise, il avait habité le second corps du roi. Alors on verra ce qu'il en est. Oui, mais François Hollande, il est aussi dans la crise en ce moment. Et donc ma conviction, si vous voulez, c'est que cet homme, au fond, il est en tension. Voilà, il est en souffrance. Il est dans une certaine forme de déni de réalité. Et plutôt que de se remettre en cause, c'est le syndrome Calimero, hein, il dit mais qu'est-ce que c'est tous ces gens qui sont autour de moi, pourquoi ça marche pas, pourquoi tous ces ministres racontent que des bêtises, pourquoi ce Premier ministre ne fait pas son boulot. Bon. Vous avez voilà. dit tout à l'heure, tous les Français... J'essaie de comprendre ça. Oui, mais vous parlez vous dites les Français, vous connaissez tous les Français, puis vous dites François Hollande se dit que vous parlez à la place de François Hollande et des Français à la fois. D'ailleurs, vous avez des capacités de... comme ça, de perception. Je suis content que vous l'ayez remarqué. Oui, et oui. Mais moi, je suis très attentif quand les gens disent n'importe quoi. D'autre part, moi, je suis plus attentif quand ils disent quelque chose. C'est pour ça que vous m'écoutez. Notamment, d'ailleurs, dans votre cas. Mais les Français, écoutez, c'est pas la peine d'être un expert en communication pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Que vous alliez sur le terrain, que vous regardiez les enquêtes d'opinion, que vous écoutiez les membres du gouvernement. Regardez, par exemple, ce matin, voilà, parce qu'il y en a tous les jours. L'histoire de Dailymotion. Après tout, on peut discuter. Bon, non, mais attendez, monsieur. Vous savez, les couacs, c'est bien, ça fait vivre les journalistes. Si je peux finir. Ça leur permet de ne pas être au chômage. Laissez-le terminer. Si je peux finir simplement. On peut discuter de la question. On peut discuter de la question. Du fond, vous attachez aux fautes de syntaxe de monsieur Sarkozy. Mais cette affaire de Dailymotion, elle est passionnante. Vous avez un ministre qui prend une position, vous en avez un autre qui dit je n'étais pas au courant, et la porte-parole du gouvernement qui dit c'est la position du gouvernement. Eh bien, ça, c'est tous les jours comme ça, monsieur. Et les Français, encore une fois, ils veulent savoir par qui ils sont dirigés, pourquoi faire, où est-ce qu'on les emmène. Et ce climat d'incertitude, il n'est pas seulement mauvais sur le plan politique. À la limite, on pourrait nous tous en rire, là, pour ceux qui ne sont pas favorables au pouvoir. Mais c'est grave pour ce pays. C'est mauvais pour la confiance, donc c'est mauvais pour la croissance, c'est mauvais pour l'image de la France dans le monde. Et on est en train d'abaisser la fonction présidentielle. C'est ça la vérité. Oui, je ne suis pas sûr que l'autocompassionnel permanent de Sarkozy, qui dit comme c'est dur d'être président, vous savez, moi je me lève le matin, etc., ça a élevé la fonction présidentielle. Vous avez la même obsession phobique que M. Hollande à l'égard de M. Sarkozy. Non, j'ai pas de C'est l'explication que vous donnez dans votre livre. Vous dites qu'en fait, il s'est toujours défini en tant que candidat, puis en tant que président, comme l'inverse exact de son prédécesseur. Absolument. Vous remarquerez, moi j'ai découvert, je ne le savais pas, hein, vous parliez de l'homme normal tout à l'heure, il y a des maladies de l'homme normal. Il y a des traitements, vous savez, rester dans la norme, ne pas vouloir prendre de risques, bloquer l'exploration de soi-même. Eh ben, il en est de même pour l'obsession phobique de son prédécesseur. Il y a une ombre tutélaire qui pèse sur M. Hollande. C'est la première fois dans l'histoire de la République. C'est celle de son prédécesseur. Vous avez une grande psychanalyste à côté, là. On va poser la question à Elisabeth Roudinesco. Non, mais vous nous faites de la psychologie de bazar. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc on va peut-être un petit peu élever le débat. Vous haïssez François Hollande, c'est votre droit. Vous êtes la droite. Ça, c'est une constante dans ce pays. C'est d'ailleurs c'est un côté que j'aime bien en France. Quand la gauche vient au pouvoir, pour la droite, elle est illégitime. Vous pensez qu'il y a 75% de Français qui détestent François Hollande? Je dis d'abord... Ah bon, pardon. Je dis ça d'abord. Pour la droite, elle est illégitime. Alors, on est dans une crise extrêmement grave. Je ne nie pas du tout le fait qu'il est impopulaire, mais il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est le problème de l'Europe. Ce n'est pas des questions de phobie, de psychologie des personnes, etc. Il se passe que François Hollande a mis en place une politique de longue durée, une politique social-démocrate, réformiste, et qu'il est pris
en tenaille entre une extrême gauche qui, évidemment, rue dans les brancards parce qu'elle voudrait faire tout à fait autrement, et puis une droite qui, de toute façon, n'a pas fait mieux, hein, et catastrophique aussi. Je vous rappelle quand même que les disputes entre Fillon et Copé, ça donnait une image désastreuse aussi de la droite. Bien. Donc, il faudrait un petit peu élever le débat. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que les peuples d'Europe ne veulent pas de l'Europe. Hein, vous avez des montées populistes dans toute l'Europe, vous avez une situation très difficile à gérer. Et en outre, on est dans une situation internationale pas si facile parce qu'il y a toute la concurrence, la mondialisation. On est en train de changer de société. On est en train de changer de société. Alors, est-ce que moi, je ne regrette pas d'avoir voté Hollande? D'abord, moi, je suis social-démocrate depuis très longtemps. Je ne fais pas partie des gens qui changent d'avis en fonction des défauts ou de ce qui peut arriver à un président. Je ne le hais pas, je ne l'idolâtre pas. Je trouve qu'il a fait beaucoup de choses. Par exemple, il a sécurisé l'emploi, il a des projets, le logement, il a un projet de longue durée. On va en revenir sur tout ça pendant l'émission. Puis, tout de même, l'intervention au Mali, c'est pas si mal. C'est assez réussi. Et puis, contrairement à tout ce que vous avez pensé, je pense que le mariage homosexuel, c'est une des grandes choses qui restera. Je ne pense pas du tout, par exemple, que ce soit une manière, on l'a dit, de détourner les Français d'autre chose. Les réformes de cet ordre-là, qui s'inscrivent dans la longue histoire du droit à l'avortement, de l'abolition de la peine de mort, c'est peut-être ce qui restera encore le plus. J'ai été, moi, absolument effarée de voir cette déferlante contre cette loi, somme toute, inévitable. C'est une avancée, c'est une avancée. Alors maintenant, la crise économique, elle est là, et je ne crois pas du tout que la droite pourrait faire mieux, et je suis un peu inquiète des deux positions extrémistes aujourd'hui, et vous êtes peut-être un petit peu inconscient du danger qu'il peut y avoir disons, il y a une irresponsabilité, vous allez faire monter les extrêmes si vous continuez comme ça. Juste une seconde, je ne crois pas ça une seconde, madame. Ce qui fait monter les extrêmes, c'est l'impuissance du politique. Tout ce qu'on raconte sur l'insécurité, l'immigration, même le chômage, etc. Allez voir les zones périurbaines, attendez, ou semi-rurales, où il n'y a pas un immigré et pas un problème d'insécurité, qui votent Front National. Ce qui fait monter les extrêmes, c'est le sentiment d'impuissance. C'est l'idée que la politique ne sert plus à rien. Et il y a aujourd'hui, malgré tout ce que vous dites, une espèce de forme de désespérance, y compris d'une grande partie de l'électorat de gauche, madame, de cette idée, voilà, que quelque part, probablement assez lucidement, sans trop y croire, allez, pour être plus paisible, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure est terriblement vrai, jamais ce pays n'a été plus divisé. Quand vous parlez des manifestations, mais écoutez, pardonnez-moi, le climat général dans ce pays n'est pas bon. Et donc, contrairement à ce que vous dites, ce sentiment d'impuissance, je pense, madame, moi je suis assez d'accord avec toute une partie de ce que vous dites, bien entendu sur la crise, sur les difficultés, sur l'Europe. Mais attendez, il savait très bien aussi ce qu'il attendait. Donc, attendez, je ne nie pas tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que l'absence de leadership... Attendez, je termine. Après, on va parler de la politique. Mais cette absence de leadership de François Hollande, de vision, cette idée de godiller, comme vous le dites au fond, parce que vous le dites de manière positive, moi je le dis de manière positive, négative, entre les contraintes économiques d'un côté et les attentes sociales d'une partie de la gauche de l'autre, eh bien M. Hollande, il godille au milieu de tout ça, et les Français regardent ça, ils savent pas où on les emmène. Il y a père, regardez-vous à gauche, père, regardez-vous à droite, et finalement on gagne. Charles Martel, il gagne à la fin. Non, mais non. Je suis très, très étonné parce que je suis étonné que vous preniez autant fait et cause, quoi. Vous avez parlé de prendre, Madame Roudinescu, un peu de hauteur, et vous n'en avez pas pris. Vous n'en avez pas pris. Vous avez dit, voilà pourquoi je suis social-démocrate, voilà pourquoi la politique de Hollande est bonne. Non, donnons vraiment un coup d'aile et prenons vraiment de la hauteur. Il y a une question vraiment cruciale que vous avez à peine évoquée, c'est celle du cap. C'est vrai que la question du cap est centrale, parce que là, on est dans l'idéologie française, un sport, et d'ailleurs, vous l'avez dit, qu'on aime tous bien. Nous avons inventé la gauche et la droite il y a 220 ans, on adore ça. Et on s'empoigne sur des questions accessoires, excusez-moi, mais la question du mariage
homosexuelle, elle est accessoire. Cette évolution-là, si la gauche n'en avait pas voulu maintenant pour X raisons, de toute façon, mais laissez-moi finir. Parce que nous sommes des amoureux de l'idéologie, parce que nous aimons cela. Nous aimons, nous autres Français, mais laissez-moi finir, j'ai pas beaucoup parlé, nous empoigner sur ces questions qui ne sont pas finalement des questions centrales. Les questions centrales, aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas très exaltant, hein, surtout pour un peuple qui aime l'idéologie. C'est quoi les questions centrales? C'est la dette, c'est le trou de la sécurité sociale, c'est l'incapacité des directeurs d'hôpitaux de rendre un hôpital efficient économiquement, alors que les Allemands, les Suédois, les Finlandais et même les Espagnols y arrivent. Elles sont là les questions déterminantes. Et non, mais laissez-moi finir. Donc je trouve tout à fait dangereux, voire même un peu nauséabond, que nous autres, eh bien, nous perdions du temps, une fois encore, à nous attraper, à nous choper sur des sujets qui ne sont pas matriciels pour l'équation française. Et c'est là que Hollande est délicieusement astucieux. C'est que Hollande sait très bien que sur ces questions-là, il n'est pas bon. Effectivement, il godille entre la gauche de la gauche et la social-démocratie. Il a fait ça pendant 11 ans au Parti socialiste. Et là, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui et hier à Bercy, c'est savoureux, avec un ministre social-démocrate Moscovici qui manifestement ne peut pas blairer son collègue Montebourg et qui a prétendu devant les médias ne pas être au courant du potentiel rachat de Dailymotion par Yahoo. C'est quand même savoureux. Et c'est extraordinaire. Et toute la tragédie de Hollande est là, c'est que Hollande n'est bon que dans le sociétal. Alors le mariage homosexuel, il nous en sert long comme le bras. En revanche, sur les questions essentielles, il est aux abonnés absents parce qu'il godille entre la gauche de la gauche, Montebourg, et la droite de la gauche, Moscovici. Et ça, c'est une tragédie. Attendez, on reviendra sur ces questions. Ça, c'est une tragédie nationale. Alors, cessons de nous concentrer sur les choses accessoires. Concentrez-vous, et vous qui êtes des gens de gauche, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous êtes concentré pendant 10 ans sur les choses essentielles et on a vu ce que ça a donné. Mais je ne m'appelle pas Sarkozy. Non, mais vous le défendez, vous l'avez voté pour vous. Non, mais attendez, mais moi je suis capable de prendre un peu de distance avec Sarkozy. Eh bien, je ne suis pas un sarcolâtre. Continuez à en prendre. Mais oui, mais volontiers. Mais bien volontiers. Mais bien volontiers. Dites du mal de Sarkozy, vous verrez, je ne me sentirai pas du tout affecté. J'ai déjà fait un opéra bouffe là-dessus, je ne vais pas passer ma vie à Sarkozy. Parlons-en. Ce que je veux dire simplement, élevons encore plus le débat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, madame, messieurs, qu'on est dans un endroit, c'est un monde qui finit, c'est un monde qui s'achève avec des gens qui ne veulent pas que ça s'achève. Seulement le problème, c'est que l'autre n'est pas encore né. Et Hollande est dans ce moment difficile entre deux mondes. Ça va, et Nicolas Sarkozy l'était aussi. Oui. Vous ne lui trouviez pas d'excuses à ce moment-là. Non, il n'était pas aussi. Il était pas aussi. Il avançait. Vous avez pris trop de hauteur là. Ouais, excusez-moi. On va y revenir. Bernard Stiegler. Oui. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Jean-Michel Ribes à propos du langage. Oui. Et je ne pense pas que M. Sarkozy faisait des fautes de français par ignorance. Oui. Il le faisait par calcul. Et ça, je pense, c'était très mauvais pour la France. Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est d'incarner quelque chose qui est un idéal national, et il dégradait l'image de la nation auprès des enfants. Donc ça, je lui en ai toujours considérablement voulu, et je n'ai jamais... Vous avez des exemples? Ah oui. Donnez-en 2 ou 3, parce que j'ai pas perçu. Je vous en donnerai pas, vous savez très bien de quoi je parle. Mais casse-toi pauvre con, c'est une phrase. Non, je vous parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. Soyez gentil, on parle d'une vulgarité permanente. Pourquoi ne jamais faire ce qu'on dit et qu'on demande aux autres de faire, hein, s'il vous plaît. Alors, ça c'est du Sarkozy aussi. Ce que je crois, c'est que ce n'était pas hasardeux, ce problème-là. Et moi, j'ai été très soulagé de enfin entendre un président de la République, un Premier ministre. Enfin, M. Fillon parlait très bien français. Mais disons, une équipe gouvernementale qui voulait incarner une beauté de la langue, etc. Ça me paraît absolument fondamental. Et je pense sûr que c'est fondamental. Et je pense que Sarkozy, le verbe, soyez gentil. Et je pense que Sarkozy avait, de ce point de vue-là, fait une énorme rupture qui s'appelle la vulgarité au pouvoir. Maintenant, c'est très subjectif comme notion. Qui est vulgaire, qui est ordinaire, c'est même un peu aristocratique de dire monsieur, vous êtes vulgaire. On a entendu beaucoup de choses sur Sarkozy, sur ses cheveux crépus, sur son nez busqué, sur ses talonnettes. On a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses inacceptables sur la vulgarité de Sarkozy. Beaucoup de choses. Vous savez bien que c'était un choix, un calcul,
et que ce choix et ce calcul a été mauvais. Comment pouvez-vous mauvais. accréditer cette idée Il a été que mauvais. Sarkozy faisait exprès de faire des fautes d'orthographe? Laissez terminer. C'est absurde. Le TDI, enfin, c'est absurde. Soyez Il calculait les fautes d'orthographe qu'il allait faire. Il a le droit de le penser. Il a le droit de le penser. Oui, il a un style. Et par Vous, ailleurs, monsieur, par vous ailleurs- décrétez qu'il est vulgaire. et mais par c'est ailleurs, le abject. vulgaire- Laissez-moi vous dire que c'est Non, mais abject. attendez, là, vous dites ailleurs- vulgarité Ah non, 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 c'est pas acceptable. Bon, allez, j'arrête. S'il vous plaît, J'arrête. s'il Pas vous discuter plaît. avec ce Non, mec. non, Bernard Stiegler, Non, mais restez, attendez, il faut arrêter. restez Pourquoi assis. pourquoi vous êtes aussi vulgaire vous-même? Et terminez Tout ça, c'est de la votre vulgarité. Parce que je réflexion. viens d'un milieu modeste, peut-être. Non, Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va arrêter sur les... Je défends sa Quant au vulgaire, Monsieur. ça a une histoire. Le vulgaire, ce qu'on appelait le vulgaire au XVIe siècle, Je vous écoute. c'était ce qui était commun à tout le monde. Ça n'avait absolument pas le sens moderne. c'est Ça pas n'avait déné- absolument oui, pas. d'accord. Et ça s'est transformé au fil du temps. Ça n'était pas Maintenant, il y a une péjoratif, donc, à vulgarisation qui s'est produite, et il n'y a pas simplement une vulgarisation dans le monde politique. Comme on le voit, il y a une vulgarisation un peu partout. La télévision a joué un rôle énorme dans cette vulgarisation, ce processus. Et le consumérisme, qui s'est développé depuis 20 ou 30 ans d'une manière effrénée, a joué un rôle majeur. Et je pense, parce que moi, je suis très critique sur la politique de M. Hollande aujourd'hui. Quand je dis que je suis très critique, prenez bien le mot critique en un sens où les philosophes l'emploient. Je ne suis pas là pour dénoncer quelque chose, mais pour l'analyser. Et je ne vais pas faire de la concélébration hollandaise. Hein, certainement pas. Mais personne Attendez, ne fait ça ici. attendez. Faut pas- Il y a 1 an et 3 mois, j'ai fait une chronique dans Télérama, sur le site de Télérama, à la demande de Télérama, dans lequel nous disions, quand je dis je, c'était un collectif, c'était Ars Industrialis, dans lequel nous disions Sarkozy, Hollande, le vrai sujet c'est 2017, Le Pen. Est-ce que Mme Le Pen sera au gouvernement en 2017? C'est ça le sujet. Et par rapport à cela, Hollande a une Hollande et le Parti socialiste et les nouveaux gouvernants auront, s'il y en a, une responsabilité énorme. Cette responsabilité, ce sera celle de savoir négocier. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas en contradiction complète avec ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs. Le passage d'une société à une autre société. C'est ce que disait Jean-Michel Ribes aussi. Nous disions, dans ce groupe qui s'appelle Ars Industrialis, que si le nouveau gouvernement n'était pas capable d'expliquer aux Français que nous sommes dans un monde où l'essentiel de l'argent qui rentre vient d'un processus qui est en train de disparaître, et c'est la crise de 2008 qui l'a fait apparaître, et n'était pas capable de tirer les Français vers un nouveau processus qui doit émerger, et qui s'appelle, nous appelons ça la société de contribution, l'économie de contribution. À ce moment-là, il y aurait une immense désorientation, une immense déception que nous paierions très cher. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et la question, c'est comment aujourd'hui les gouvernants, le Premier ministre, les ministres, sont capables ou pas de tirer les leçons de cette première année. Mon problème, c'est pas de donner des bons points, des mauvais points. Et comme vous le disiez, monsieur, moi, mon problème, c'est pas de défendre Hollande, Sarkozy ou je sais pas quoi, c'est l'avenir de l'Europe. Parce que la question, c'est pas la France, c'est l'Europe. Et le rôle de la France dans la construction de cette Europe. J'ai une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que arrêter le Front National, le laisser en marge du fonctionnement des institutions politiques, ce que je partage, est-ce que quelque part, d'abord ça ne veut pas dire nier les souffrances de leurs électeurs, évidemment, hein. Ça ne veut pas dire non plus de ne pas essayer de les parler et de les remettre dans le giron de la République. La plupart d'entre eux viennent d'ailleurs du gaullisme ou du Parti communiste ou de la gauche, hein. Est-ce que c'est plutôt le boulot de la droite, beaucoup plus que celui de la gauche, qui l'a d'ailleurs un peu à une certaine époque exploité même, hein, pour diviser la droite? Et deuxièmement, comment est-ce que vous réagirez quand aux prochaines élections européennes, Madame Le Pen sera probablement devant la liste du Parti socialiste aux élections européennes et la droite n'y sera strictement pour rien? Donc vous ne pourrez pas les uns ou les autres venir nous expliquer que c'est nous qui faisons des manipulations. Ce sera la responsabilité de ce pouvoir. Hein. C'est ce que vient de dire Bernard Stiegler. Oui, vient de dire que mais c'est bien pour ça que je vous pose. Je vois que Jean-Michel Ribes veut répondre, mais c'est plutôt à vous que j'ai posé la question, mais on l'écoutera avec plaisir. Moi, ce que je dis à propos, je distingue les militants du Front National et les électeurs du Front National et les sympathisants du Front National. Ce sont 3 catégories très différentes. Bon. Et il y a beaucoup de sympathisants du Front National, l'UMP, il y en a même à gauche aussi, ça existe, bon. Parce qu'il y a d'abord l'idéologie du Front National et puis il y a plus généralement une idéologie
au sens général, réactionnaire, réactive, régressive, qui se répand un petit peu partout. Et je pense que les responsabilités sont extrêmement partagées sur la dissémination de cette idéologie. La vulgarité dont je parlais tout à l'heure y a joué un rôle, mais l'essentiel, et ça, Sarkozy avait le même problème, c'est que personne n'affronte véritablement la question du changement qui est en train de se produire et qui se pose dans des termes qui sont plus ceux du changement de Mitterrand, de ce genre de choses. Alors, par rapport à cela, le problème est de savoir qualifier la question de ce changement. Et aujourd'hui, personne n'ose le faire. Le Parti socialiste, on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Thomas Piketty, qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans dans l'opposition? Est-ce qu'il a travaillé à véritablement élaborer quelque chose de nouveau? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Bon. Maintenant, ce que je crois, c'est que le problème, c'est d'entrer dans ce processus de transformation, de le qualifier. Moi, je crois que c'est une transformation industrielle. Nous sommes en train de vivre une 3e révolution industrielle. L'Europe peut y disparaître. Non seulement elle peut, mais il y a aujourd'hui de très fortes chances qu'elle y disparaisse. La responsabilité de tous les Français aujourd'hui, c'est de faire en sorte, avec l'Europe et dans le cadre européen, de véritablement reconstruire un projet européen. Pour cela, il faut que les dirigeants arrêtent de prendre les Français pour des imbéciles. Je veux dire, arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, ça veut dire comprendre que les Français sont tout à fait désireux d'être intelligents. Et les hommes et les femmes sont tous divisés et clivés. Il y a une partie d'eux qui serait très régressive, il y a une autre partie d'eux qui veut se transformer. Et cette partie-là, il faut s'adresser à elle. Non, je vous interromps juste parce qu'il y a quand même des promesses qui ont été tenues par François Hollande sur les 60 promesses qui ont été faites. D'après le Nouvel Observateur qui les a scrutées, il y en aurait 14 qui auraient déjà été tenues, il y en a 10 qui n'ont pas été tenues, mais il y a aussi toutes celles qui sont en cours d'être tenues. Mais c'est vrai, il y a toujours celles qu'on n'a pas tenues et c'est celles sur lesquelles tout le monde s'arrête. Et je vous propose un petit rappel, le temps justement que nous rejoignent Thomas Piketty dont vient de parler Bernard Stiegler et Sophie Péder. Et quoi il y a une brève de comptoir charmante qu'on a entendue dans un bistrot, c'est quelqu'un a dit « Le Front National à 40 ans, c'est tout ». Je croyais que c'était un parti préhistorique. Voilà. Un extrait, quelques extraits dans le désordre des promesses non tenues. Au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. La fameuse taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Retoquée par le Conseil constitutionnel, la mesure est repoussée d'1 an. J'agirai en faveur de la création d'euro-obligations afin de mutualiser une partie des dettes souveraines. La France admet pour la première fois explicitement que les euro-obligations ne sont pas pour tout de suite. Dans une interview à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, Jean-Marc Ayrault indique que cela prendra sans doute plusieurs années. Je vous dis qu'on n'augmentera pas le prix du gaz de 5%. Donc vous allez le geler. Il n'est pas question d'augmenter le prix du gaz de plus que de l'inflation. Le gaz augmente de 2,4% des 2 mains. L'électricité n'est pas en reste. Elle prend 2,5 points. Je confirme ici l'engagement pris par la France de ramener le déficit public à 3% à la fin de l'année 2013. Le déficit public en 2011 s'est élevé à un peu plus de 5% de la richesse nationale. 4,5 fin 2012 et sans doute 3,7 en 2013. Je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Par petits groupes de 10, des députés socialistes sont reçus à l'Élysée depuis quelques semaines. François Hollande s'était trop coupé de la base du PS. Il a voulu rectifier le tir, quitte à ne pas respecter sa promesse. Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. La présence du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba dans la cour de l'Élysée ce jeudi après-midi de juillet inaugure officiellement l'animation de la coopération franco-gabonaise sous la présidence François Hollande. L'idée du gouvernement, obliger les policiers à délivrer un récépissé à chaque citoyen auquel ils demandent les papiers d'identité. On continuera les contrôles d'identité parce qu'ils sont nécessaires à l'action. Mais il n'y aura pas de récépissé, comme vous l'aviez évoqué. Et quant au récépissé, il s'est avéré, et je fais toute confiance à Manuel Valls qui m'a convaincu, que ce n'était pas la bonne réponse. Ce fut une promesse trop difficile à tenir. François Hollande s'était engagé à sanctuariser le budget de la culture avec la crise. La promesse n'est pas tenue. Ce budget a baissé de 4,3%, une première depuis 1981. L'une des promesses les plus emblématiques, le vote des étrangers aux élections locales a buté sur l'absence de majorité qualifiée au Parlement. Si c'est pour présenter un texte avec le risque de diviser les Français, pour au bout du compte,
dire que je ne peux pas le faire passer parce que je n'ai pas la majorité des 3/5, je m'y refuse. Alors nous ont rejoint Thomas Piketty, vous avez reçu le prix du meilleur jeune économiste de l'année, c'était en 2002, le meilleur jeune économiste de France. Vous êtes un spécialiste des inégalités économiques, vous êtes l'auteur de Pour une révolution fiscale avec Emmanuel XVI et Camille Landais et de Peut-on sauver l'Europe. C'est le recueil de vos chroniques dans Libération entre 2005 et 2011. Il y a un an, vous étiez parmi les économistes qui appelaient à voter pour François Hollande. Et Sophie Peder, vous êtes depuis 10 ans chef du bureau parisien de The Economist, célèbre hebdomadaire britannique, qui s'amusait récemment à comparer le président de la République française et le nouveau pape. Ils ont le même prénom, disait l'éditorial, ne sont mariés ni l'un ni l'autre et ils prient tous les deux pour que vienne un miracle. Vous êtes également l'auteur du Déni français, sorti en septembre. Le déni dont vous parlez, c'est sur les réalités économiques. Alors, c'est à vous que je pose la question tout de suite. Est-ce que, justement, la France de François Hollande est différente de la France de Nicolas Sarkozy sur le plan du déni ? Je pense que tout dépend des attentes qu'on avait au moment de l'élection. Si on croyait les promesses de François Hollande qu'il allait pouvoir stimuler la croissance, réduire le chômage et arrêter la fermeture des usines, évidemment, il y a une grande déception parce que c'était jamais quelque chose qui allait être facile ou possible. Mais quand on a parlé, moi j'ai pris le déni français pour le titre de mon livre, on a parlé de ça pendant la campagne, c'était pour plaidoyer avec les hommes politiques de droite et de gauche, parce que je ne suis pas du tout dans une démarche partisane. Je vois que vous m'avez mis là à droite, comme si je fais partie de la droite, mais je suis journaliste et j'ai essayé de faire une analyse pragmatique dans le livre. Piketty n'a pas voulu venir avec nous. Non, mais je sais qu'il est très pragmatique aussi, donc ça me rassure de le voir sur le plateau. Non, mais quand même Nicolas Sarkozy, non, quand même, rassurez-nous quand même. L'a soutenu pendant l'élection, mais c'était faute de mieux. C'était la phrase. C'est toujours un peu faute de mieux. Mais juste pour. Bon, mais ne regrettez rien, vous voyez ce qui se passe. Non, je ne suis pas dans le regret. Je pense que l'importance, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt de l'Europe. C'est dans l'intérêt de tous les pays d'avoir une France qui est forte sur le plan économique. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. C'est la récession qui s'installe. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour François Hollande, qui maintenant est face à des décisions vraiment difficiles sur les coupes de la dépense, qui sont toujours douloureuses et difficiles, s'il avait expliqué tout cela avant, pendant la campagne, et ensuite reçu un mandat de mettre en place ce qui va de toute façon devoir le faire. Donc oui, il y a une espèce de déception. Il n'y a pas de rupture finalement dans la réalité des choses. Entre la politique économique de Nicolas Sarkozy et celle de... Non, pas dans la politique, parce qu'effectivement, avec l'augmentation de la fiscalité en France, si on met tous les impôts ensemble, charges, impôts, TVA, etc., l'ensemble des impôts a augmenté en termes de pourcentage du PIB. Donc oui, il y a un changement de politique. Mais dans la réalité des choses, les choses étaient mauvaises sur Sarkozy, sont mauvaises actuellement, économiques. Et ça, ça amène à une déception de la part de ceux qui ont cru que ça allait pouvoir changer rapidement. Je peux vous poser une question, madame? Est-ce que, quand vous dites François Hollande a promis l'inversion du chômage, a promis un certain nombre de choses, évidemment, les Français sont déçus, mais est-ce qu'il a promis qu'il ferait en 10 mois? Est-ce qu'il a promis, la promesse n'est pas encore quelque chose qui a fait défaut? Il y a un temps pour faire les choses et il ne faut pas trop demander. Oui, et on pourrait espérer à la fin de 5 ans qu'effectivement il pourrait être peut-être le Schröder à la française. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens veulent que les choses se fassent en 10 minutes ou en 10 mois alors qu'en 10 ans elles ne se sont pas faites. Oui, mais je pense que c'est pas juste de rendre coupables les Français comme si vous l'avez fait beaucoup dans les économistes. Les économistes, vous nous avez bien tapé quand même. Ah non, mais là, il ne faut pas faire une caricature. Ah oui. On est dans le journalisme, je lis ce que vous faites dans vos journaux, le Nouvel Observateur, les Français, pourquoi ils sont si nuls, ils ont mis ça sur la une. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est une honte, les couvertures de nos hebdomadaires, en ce moment c'est une honte, vos tabloïds français à côté ont l'air de revues littéraires. Vos tabloïds anglais. Thomas Piketty,
Elle a changé, la France, à vos yeux, depuis un an? Elle a changé. En bien comme en mal. Hein. Bon, la situation de départ est très difficile, pas seulement pour la France. Le Royaume-Uni a 6 points de PIB de déficit, encore plus de déficit et de dette que la France. Donc bon, ça va très au-delà de la France. La situation dont hérite Hollande est difficile. Il annule certaines des plus grosses bêtises du gouvernement précédent, qui avait quand même divisé par 3 l'impôt sur la fortune au moment où il n'y avait pas un euro dans les caisses publiques, ce qui était quand même un peu gonflé. L'impôt sur la fortune a été rétabli comme il était. Donc voilà, donc ça a été 2011. rétabli. Donc on a annulé certaines des plus grosses bêtises. Bon, maintenant, est-ce que ça suffit pour c'est la seule que vous voyez ou il y en a eu d'autres? Il y avait un certain nombre de cadeaux fiscaux aux plus riches qui, dans la situation des finances publiques en France, étaient tout simplement complètement déraisonnables. Bon, si vous ajoutez à ça quand même que vous aviez une relation avec les premiers cercles de l'UMP, des donateurs de l'UMP qui se faisaient remercier avec une division par 3 de l'impôt sur la fortune, c'est quand même un niveau qui n'est pas très satisfaisant. En même temps, un an plus tard, on a le ministre du budget suivant qui avait un compte en Suisse, qui n'avait pas fait du tout la réforme fiscale ambitieuse dont il était question avant l'élection. Donc il ne suffit pas d'annuler les pires bêtises de la droite pour qu'on puisse être satisfait. Au-delà de non mais là vous avez évoqué des sujets qui sont pas très importants, qui sont sur le plan moral fondamentaux, hein, sur le plan moral et philosophique fondamentaux, mais sur le plan économique, l'impôt sur la fortune, comme d'ailleurs l'argent mis en Suisse ou à Singapour par Cahuzac, c'est pas fondamental pour les finances de l'État. Ce qui est intéressant est la question. Vous avez raison, c'est plus d'argent que Cahuzac. Parlons des choses importantes, si vous voulez bien. Parlons des choses importantes sur le plan économique. Non mais attendez, d'abord, quelques milliards d'euros, c'est pas rien. Et ensuite, Cahuzac, même si c'est pas quelques milliards d'euros, je pense que c'est très grave. Et surtout, si vous voulez, ce qu'incarne Jérôme Cahuzac, c'est quand même le reniement de la gauche aussi sur ses promesses de réforme fiscale. C'est-à-dire que cette augmentation de TVA qui va avoir lieu au 1er janvier prochain et que la gauche a voté au mois de décembre dernier, alors qu'elle avait passé tout son temps dans l'opposition, à dire que c'était la pire des mesures qu'on puisse imaginer. Là, vous voyez parce qu'elle touchait tout le monde, les riches comme les pauvres. Oui, alors après, on peut en discuter à l'infini, mais simplement quand vous faites, après avoir été élu, le contraire sur un point quand même très précis, que tout le monde va ressentir au 1er janvier prochain, qui est la hausse de TVA, et que vous faites le contraire de ce que vous avez dit après avant dans l'opposition, je pense que là, il y a un problème. Il y a un problème qui n'a pas encore été complètement expliqué. Hein, et je pense qu'au-delà de ces promesses non tenues, disons, sur les espoirs de réforme fiscale, de remise à plat de notre fiscalité, qui en aurait vraiment besoin d'être modernisée, d'être remise à plat. On est le seul pays en Europe à ne pas être passé au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. On avait dit qu'on le ferait. Finalement, on ne le fera pas. Bon, au-delà de tout ça... Il y a quand même une tranche à 45% d'imposition sur le plus de 150 000 euros. Enfin, ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de plus facile, entre guillemets, pour récupérer un peu d'argent en plus. Mais c'est pas une réforme... Ça n'existait pas il y a un an, je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, le fait qu'on empile les couches de CSG sur l'impôt sur le revenu, qu'avec un an de retard, les gens reçoivent des chèques de prime pour l'emploi pour leur rembourser une partie de la CSG qui a été payée un an avant, tout ça, c'est des choses qui, pour des millions de Français, rendent leur pouvoir d'achat simplement très difficile à prévoir, à connaître pour un budget donné. Donc il ne s'agit pas d'avoir plus d'impôts, moins d'impôts, mais là simplement d'avoir un système qui soit plus efficace, plus moderne. Donc là, il y avait eu des engagements qui avaient été pris devant les Français qui, pour l'instant, apparemment ne vont pas être tenus. Et par contre, il y a des hausses de TVA qui n'avaient pas été évoquées devant les Français qui, pour le coup, vont être tenues. Donc ça, là, il y a TVA et des suppressions des heures, heures supplémentaires défiscalisées. Vous n'en avez pas parlé. C'était une connerie pour vous, ça? Je pense que c'était une énorme bêtise. C'était la niche par excellence. C'est-à-dire que vous mettez-vous à la place des millions de Français qui touchent 100 euros en moins par mois. On peut créer des niches dans tous les coins dans le système fiscal. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Mais ce qui est encore de plus grave que ça sur la réforme fiscale, moi, ce qui m'embête le plus, c'est la situation européenne. Et là, je trouve quand même qu'il y a une continuité, pour le coup, dans la politique française qui est assez inquiétante. C'est-à-dire que je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Je crois que comme on est du bon côté avec l'Allemagne en termes de taux d'intérêt, on fait comme si tout va bien et que ça allait passer. Vous voulez dire par là que quand on emprunte de l'argent sur les marchés financiers, il est à 0, voire parfois même négatif. La France et l'Allemagne empruntent à 1%, donc la France se dit, comme l'Allemagne, bon, finalement, c'est pas terrible, la situation n'est pas très bonne, mais ça va passer. On n'a qu'à attendre un petit peu. Sauf que la situation en Italie et en Espagne est vraiment très inquiétante. C'est-à-dire que la situation politique en Italie est très inquiétante. On va avoir un référendum en Espagne sur l'indépendance de la Catalogne dans un an. Personne ne sait où on sera en Europe du Sud dans un an. Je trouve que là, il y a quand même un égoïsme franco-allemand
qui dépasse la question de l'alternance politique. Parce que vous nous montriez tout à l'heure l'extrait où François Hollande parlait de la mutualisation de la dette. Alors c'est très bien, effectivement, je pense que la grande leçon de ces dernières années, c'est qu'une monnaie commune avec 17 dettes publiques différentes sur lesquelles les marchés peuvent spéculer à loisir, c'est un système qui nous envoie dans le mur, qui ne fonctionne pas. Sauf qu'aucune proposition française, en vérité, n'a été faite à l'Europe et à l'Allemagne sur comment mutualiser la dette. Je pense qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on comprenne qu'au-delà de nos différences entre la France, l'Allemagne, la droite, la gauche, il y a un modèle social européen qui nous rapproche tous, l'Allemagne, l'Italie, la France, par rapport dans la mondialisation, par rapport à tous les autres pays, tous les autres modèles. Et ça mérite concrètement, il faut qu'on mette ensemble nos dettes, mais ce qui veut dire aussi mettre ensemble nos parlements nationaux, les députés de la Commission des finances, politiques économiques, de l'Assemblée nationale. Attendez, là, on parle de démocratie européenne, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un parlement budgétaire pour la zone euro qui enfin vote ensemble un déficit en commun, mette ensemble la dette. Aucune proposition française n'a été mise sur la table dans ce domaine. Et je crois que le fond du problème, c'est qu'on se dit, nous, ça va passer. Hein, on a juste à attendre. Bon, c'est un moment difficile à passer, mais voilà. Pour la croissance, et là, je crois que là, il y a une responsabilité face à l'histoire. Alors bon, le quinquennat n'est pas terminé, il y a les élections européennes l'an prochain, mais on attend quand même un élan, on attend une vision qu'on n'a pas du tout vue pour l'instant exprimée. Juste pour revenir sur cette idée de la lisibilité ou pas de la politique économique, je pense que c'est vraiment clair et c'est ça ça confond tous les Français. On ne sait pas dans quelle direction vraiment ce gouvernement va. Et sur le plan fiscal, vous avez évoqué le problème. Ce qui m'a frappé cette semaine, c'était ces questions du message envoyé aux entrepreneurs. François Hollande a donné un très beau discours aux entrepreneurs lundi sur le fait qu'il faut encourager la prise de risque, les jeunes qui ont beaucoup de projets, beaucoup de talents dans ce pays, mais qui se sentent depuis un moment stigmatisés. Et l'idée de vouloir créer son entreprise, c'était mal vu. Mais il a donné donc un beau discours. Mais ensuite, le lendemain, on a cette histoire de Dailymotion, Yahoo, qui donne, où on voit tout un autre message. Au lieu de dire la France est ouverte pour les entreprises et les investisseurs, le message envoyé par Montebourg, c'était l'inverse. C'était tout va bien sauf quand vous voulez acheter nos entreprises. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les économistes. Je trouve que là, on parle un peu trop d'économie au sens où il y a autre chose que l'économie qui existe. Il y a une crise morale. Il y a une crise morale. Vous disiez tout à l'heure, on est des idéologues, mais l'idéologie, ça compte. On a une dépolitisation dans toute l'Europe. On a tout de même des problèmes qui, bien entendu, la crise économique est capitale, mais est-ce que vous vous rendez compte que quand vous parlez que de ça, vous oubliez aussi que la dépolitisation est importante dans toute l'Europe, la perte de la souveraineté, on ne peut pas faire l'Europe s'il n'y a pas une perte de la souveraineté des nations. Ça, on me le dit depuis toujours. Or, je le vois tous les jours, remarquez-le partout. Il y a une peur des peuples de perdre leur souveraineté. Et je comprends ça, je comprends. Chacun veut être identitaire, chacun veut garder sa caractéristique. Le Sud veut rester le Sud, la France veut rester... Ça, c'est parfaitement légitime. Comment penser à la fois l'idée de conserver une tradition, une souveraineté qui donne notre identité, et en même temps passer absolument à autre chose. Moi, je suis née européenne, donc je ne peux pas être autrement. Mais peut-être faites attention, il y a un problème économique qui est capital, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en parlant que d'économie, vous oubliez qu'il y a des problèmes politiques, c'est d'abord un modèle social européen, beaucoup plus qu'un modèle économique qu'il faut défendre. Il y a des problèmes, il y a une perte de spiritualité, il y a une perte de la foi, il y a une perte de l'engagement politique, on n'a plus le romantisme politique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles François Hollande étant en porte-à-faux, si vous voulez, c'est évidemment un président très technique. Dans son propre camp. Oui, mais parce que c'est un président qui est très représentatif d'une politique social-démocrate. Il est extrêmement compétent, extrêmement honnête, mais il y a en effet quelque chose qui manque dans tous les pays d'Europe, droite ou gauche, c'est quelque chose qui est perdu. Il n'y a pas un chef politique, un engagement, une idée, et les gens sont extrêmement déprimés. On est dans des sociétés dépressives et mélancoliques. Je vous donne la parole tout de suite, Marie Degand. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée du sens, d'un manque de sens que tout le monde observe, effectivement. Mais
il ne faut pas croire que l'économie, c'est juste de la technique. Ça engage des visions de monde. Donc, je pense que... Je ne veux pas contester les compétences. Je peux parler, je ne veux pas polémiquer. Je dis juste que la construction économique, elle engage aussi la vision de notre modèle social, le rapport au libéralisme, le rapport à la gouvernance européenne aussi. Il passe pas effectivement par cette décision-là. Que ça engage. Moi, je suis plutôt... Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, attendez, on est bien d'accord. Mais notamment quand vous évoquez la social-démocratie, moi, c'est pas du tout une idée qui m'est lointaine. Je pourrais me reconnaître là-dedans, sauf que je pense que François Hollande, il est assez... vous disiez tout à l'heure, il navigue entre, en gros, on va dire, son extrême gauche et puis la droite. C'est pas très difficile. Il navigue pas avec la droite, il s'en fiche aujourd'hui. C'est lui qui a le pouvoir. Il navigue à l'intérieur du PS pour réussir à proposer cette social-démocratie dont il ne dit pas les mots, en fait. Il ne propose pas la vision. Il nous dit, on a redressement et ensuite on aura dépassement. Mais le dépassement pour les 2 dernières années du quinquennat, c'est quoi? Quelle société? Quelle forme il propose là, effectivement, à la fois au niveau national et au niveau européen? C'est la chose Attendez, c'est la chose la plus difficile. Madame, laissez-moi finir. Bon, j'en ai pas pour longtemps. La question, c'est la question de la désambiguïsation. C'est-à-dire, il reste comme ça un peu entre deux eaux. Et donc, effectivement, cette social-démocratie, il faut la penser, il faut la formuler. Et sinon, effectivement, les peuples vont se sentir tout à fait abandonnés dans le non-dit et la langue de bois ou le double langage. Ne vous polarisez pas sur les hommes et leurs défauts ou leurs Mais je parle pas de ces défauts, je parle de la situation française aujourd'hui. Que ce soit François Hollande ou un autre dirigeant socialiste, c'est ça la difficulté aujourd'hui. De ce qui se passe, c'est la production des hommes politiques aujourd'hui dans notre monde est comme ça. C'est-à-dire, on est dans des politiques très, très compliquées. La social-démocratie, c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile. Quand on ne cherche pas les mots pour la formuler de manière... Ça n'est pas quelque chose d'enthousiasmant. À la rationalité des citoyens, comme on dit dans l'article tout à l'heure. La gauche et la droite sont traversées par ça. Et tout à l'heure, je stigmatisais un peu, taquinais quelque peu Moscovici et Montebourg, parce qu'au fond, ce qui se passe au Parti socialiste se passe également à droite. C'est-à-dire qu'on a un Montebourg un peu souverainiste, un peu patriotique. Il y a un retour aux faits patriotiques et aux faits identitaires. Et on a un Moscovici qui est un peu comme vous, un esprit vers lequel j'aurais plus naturellement envie d'aller, qui est un esprit éminemment sophistiqué, européen, etc. Et à droite, c'est la même chose. Sûr, vous avez un fort courant, Guénaud l'incarne très bien, souverainiste, identitaire, le retour aux racines. Guénaud, d'ailleurs, qui a trouvé formidable ce qu'a fait Montebourg dans l'affaire Dailymotion. Intéressant. Et vous avez des libéraux dont je fais partie. Je suis un peu comme vous, Madame Roudinesco. Mais non, je ne suis pas libéral comme vous. Un courant libéral dont je fais partie, passionnément amoureux de l'Europe, et qui voit cette droite tendre vers céder à la tentation souverainiste avec une certaine inquiétude. C'est pour vous dire que ça, c'est une ligne de clivage qui traverse totalement la société française et les sociétés européennes. Moi, je suis pour les redistributions libérales pour les mœurs, c'est bon. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire, d'induire l'idée que nous sommes, vous et moi, comparables. Mais il y a une ligne de fracture à gauche. Jean-Michel Ribes et Bernard Stiegler. Non, je crois aussi qu'il y a une chose, quand vous disiez que la droite n'est pas responsable du populisme, etc. Je pense que c'est la gauche simplement qui pousse vers les extrêmes, si j'ai bien compris votre discours. Oui, moi, je pense surtout que ce qu'il y a dans la droite... Un peu caricatural, mais bon, allez, partez de là. Bon. Oui. Je pars de là et puis voilà. Non, je voulais dire simplement, moi, ce qui me frappe, c'est la simplification des idées. C'est-à-dire et des langages. C'est-à-dire dans un monde extrêmement difficile, extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Tout d'un coup, il y a des gens, et la droite le fait allègrement, on dit, c'est pas grave parce que 2 + 2 = 4 et ça suffit maintenant, aller vers 2 +. C'est-à-dire, il y a une espèce de raisonnement qui tue la pensée. Et moi, là, je reviens du Burkina Faso et j'ai rencontré un chef coutumier extrêmement sage qui donne des conseils, d'ailleurs, au président Compaoré. Il a dit une chose qui me semble évidente et en même temps qu'on oublie. Il a dit tous les hommes veulent que les choses soient simples et aucune chose n'est simple. Et je pense que la position de François Hollande, c'est pas de la godille, c'est d'essayer de comprendre ça. Et dans la complication extrêmement dense dans laquelle on vit en ce moment avec ce monde qui finit, les économistes extrêmement brillants qui disent une chose, les autres qui disent le contraire, etc., il y a quand même une touffeur d'informations qui fait qu'on finit par ne plus très bien savoir ce qui se passe. Donc, les populistes disent « Mais non, c'est simple, arrêtez l'euro, faites ceci, faites cela. » Et tout le monde, dans la panique, se dit « Allons-y. » Et ce discours-là, je trouve, avec les saints innocents que sont Balkany, Copé et les autres, qui tout d'un coup nous disent « Ben voilà, c'est simple, le miracle, Madame Machine, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la ministre qui est tellement distinguée dans l'UMP, il dit « Ben faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, et c'est tout. » Et évidemment, dans cet étouffement, dans cette
peur, dans ces complications, les gens se disent « Ah ben ça enfin quelqu'un qui dit vrai ». Et c'est ça le populisme. C'est-à-dire la réduction des idées par un discours extrêmement simple. Et je m'excuse, mais quand la droite et l'UMP, Parti républicain, et la droite et l'UMP a quand même soutenu, et j'en sais quelque chose, cher monsieur, les gens de Civitas pour récupérer les voix du Front National, j'ai trouvé ça, en effet, un axe non seulement indigne d'un parti républicain, mais qui allait vers les extrêmes et le populisme. Vous voyez, monsieur, on est là pour parler d'un an de François Hollande. On est là pour on peut parler un peu du reste. Mais bien sûr. On est là pour se poser la question de la façon dont vous réagirez si Mme Le Pen est devant la liste du Parti socialiste aux élections européennes, ce qui nous fera un degré de plus de la crise politique. Je pense qu'il ne sera Attendez, on est là pour se demander si cette rhétorique du flou de François Hollande, ce président Godille, vous n'approuvez pas. Le président Anguille, attendez, le président Anguille de Michel Onfray, c'est-à-dire cet homme dont on ne sait pas très bien, voilà, il va faire tout en même temps. La vérité, c'est à son crédit d'ailleurs. Je pense qu'il en fera assez pour éviter. Pour parler de ça. D'accord. Vous parlez de ça, pour mais éviter pas la tempête. Non, mais j'en viens au populisme. Pour éviter la tempête monétaire, et je pense qu'il essaiera d'en faire assez, notamment sur le plan sociétal, pour donner des gages à la gauche. Et donc il se promène au milieu de tout ça, et les Français regardent ça, sans très bien comprendre et sans très bien savoir où on les emmène. Et ce que je veux vous dire, c'est que M. Piketty ici ne vous dira pas que M. Hollande va faire la réforme fiscale. Bien sûr que non, puisqu'il ne la fera pas. C'est-à-dire qu'en réalité, toute une partie des attentes qui ont été exacerbées pendant cette campagne, et je pense aux électeurs de gauche, se disent aujourd'hui... Non, parce que les électeurs de droite, à la limite, franchement, ils attendent plutôt la prochaine élection. Il y en a beaucoup qui vont très bien. Je pense, mais sans doute, je pense qu'ils sont en train de se dire, voilà, que quelque part, ils ont été dupés. Et cette forme de désespoir, de désespérance... Est-ce qu'on peut parler des choses réussies? Elle est porteuse de la... Ah non, parce que vous êtes comme Mme Monesco, vous dites, on ne va pas parler que de M. Hollande, mais je vous ai posé la question, en quoi la France de François Hollande est différente de celle de Nicolas Sarkozy? Évidemment, vous avez tout à fait le droit de me dire en quoi il y a des choses réussies. Mais évidemment, quand vous avez fait votre reportage, c'est très facile, on peut le faire sur Chirac. Non, c'est pas moi, c'est vous, c'est votre rédacteur, je sais pas quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est les journaux télévisés. Oui, non, mais je veux dire que ce qu'on appelle la godille, ça s'appelle aussi l'intelligence. On confond l'hésitation qu'on lui reproche et la réflexion. C'est-à-dire que je pense que François Hollande est un homme qui est face à une réalité complexe et il vaut mieux la comprendre et pas l'affronter de front comme une espèce de crétin, de général qui fonce, sabre en l'air et qui prend un coup de filet dans la tête. Je pense que ce que vous appelez de la godille, c'est de l'intelligence. L'art de la godille. Non, déjà, il y a l'art. L'art, c'est pas mal. Vous êtes en train de faire la promotion de l'art de la godille. Non, je suis en train de parler d'intelligence. De temps en temps, vous échappe chousse aussi, non? De temps en temps, il faut descendre chousse. Les Français attendent de temps en temps qu'on manifeste de l'énergie. Cette désespérance. Vous ne trouvez pas que l'énergie, il y en a eu pendant la campagne, c'est lui qui est à l'Élysée, ne l'oubliez pas, cher monsieur. Cette désespérance, elle vient de là aussi. Mais vous parlez au nom des Français. La désespérance, elle ne vient pas de là. Bernard Stiegler. Bien sûr, madame, elle vient en partie de là. Je voudrais revenir sur la question que posait Elisabeth Rougnasco de l'économie tout à l'heure. Personnellement, je pense qu'un des très grands problèmes qui se pose à la gauche, en France, et pas seulement en France, mais en France un peu plus qu'ailleurs, parce que la France a une tradition de gauche tout à fait particulière, et comme vous l'avez dit, on a aussi inventé cette opposition en France. C'est que pendant longtemps, la gauche, en France, a été de près ou de loin rapportée au discours de Karl Marx et du socialisme du XIXe siècle. Et c'était un discours qui portait sur le travail, l'industrie et l'économie. Et on a énormément critiqué l'homo economicus, comme on l'a dit plus ou moins justement d'ailleurs. Hein. Et puis il y a eu cet effondrement du marxisme, etc. Le résultat a été que la classe intellectuelle, je prends ça au sens large, hein, chez les intellectuels, c'est pas seulement les profs d'université pour moi. La classe intellectuelle a fui la question économique, sauf pour les économistes professionnels. Et qui sont d'ailleurs, du coup, devenus des économistes d'un type très particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent vraiment d'économie industrielle, de questions de ce type. Et je pense qu'aujourd'hui, à gauche, à droite aussi d'ailleurs, hein, mais pour la gauche c'est plus frappant.
et c'est plus choquant, et c'est plus problématique, il y a finalement un déficit de capacité d'articuler les questions d'économie, je dirais au sens marxien par exemple, ou au sens Adam Smith, ou au sens de l'économie des économistes, et par exemple l'économie libidinale. Parce que moi je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Je ne suis pas un adepte de l'école de Francfort, de Marcuse, etc., qui étaient des gens qui articulaient ces deux choses-là de manière parfois très étroite, mais en même temps... Piketty, il ne comprend plus rien. Je pense qu'on ne peut pas séparer ces deux choses-là. C'est-à-dire que je veux dire par là que la société est évidemment économique. Et on ne peut pas isoler les processus économiques et les processus sociaux. Par exemple, en 2008, qu'est-ce qui s'est effondré? Un modèle consumériste qui était né exactement 100 ans plus tôt, qui avait dérivé avec la révolution conservatrice vers un modèle ultra spéculatif et financiarisé, qui était devenu totalement déraisonnable, qui a fait qu'à partir du début des années 80, toute la socialisation des produits nouveaux, de l'innovation, etc., s'est faite à travers exclusivement le marketing, sans plus aucune régulation par la puissance publique, pas forcément par l'État, et ça a conduit à détruire des structures sociales très en profondeur. C'est ce qui a conduit à ce que j'ai appelé, moi, le passage de la destruction créatrice au sens de Joseph Schumpeter à ce que j'appelle la destruction destructrice. Et aujourd'hui, les gens, y compris les électeurs du Front National, ont l'impression que tout ça les détruit. Et donc, ils ne voient la mondialisation, par exemple, que comme un processus de destruction. Oui. Et malheureusement, ils n'ont pas tort. Malheureusement, ils n'ont pas tort. Vous disiez qu'ils n'ont plus rien à perdre. Souffrance. Mais non, parce qu'il y a une souffrance qui est réelle. Et le problème, c'est qu'elle va s'investir dans des choses extrêmement régressives, au lieu de s'investir dans un discours de transformation de la société qui serait capable de tenir les bouts sociaux et les bouts économiques en même temps. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut avoir une nouvelle critique de l'économie politique. C'est ce que ne fait ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste, ni le Front de gauche, ni les écologistes. À peu près personne ne le fait. Et donc, il y a un vide idéologique, il y a un vide de la critique de l'idéologie néolibérale qui est absolument calamiteux. Et une incapacité de prendre des initiatives. Cependant qu'aux États-Unis et en Asie, qui sont des structures sociales très différentes, il y a une capacité d'initiative économique extrêmement grande qui fait que, même s'il y a beaucoup de désespérance, de souffrance, etc., considérable, parfois bien plus grande qu'en Europe, en même temps, il y a une sorte de dynamique qui semble s'imposer et qui fait que ces gens ont le sentiment qu'ils ont encore de l'avenir, alors que les Européens ont le sentiment que l'avenir, il n'y en a plus. Donc tant que le pouvoir actuel, mais aussi les intellectuels qui ont... Moi, je ne suis pas là pour dénoncer, accabler des gens. Mais par contre, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. La déshérence de la gauche actuelle, les intellectuels français et européens ont une très grande responsabilité dedans. Ils ont totalement déserté leur rôle. Par exemple, les anciens marxistes, ou ceux qui le sont encore, comme Alain Badiou, ne disent rien sur l'économie. Pas un mot. Or, c'est la base du marxisme. Donc il y a quelque chose qui ne tourne plus rond du tout et qui vient du fait qu'il y a une énorme crise qui s'est produite à la fin, entre les années 60 et le début du XXIe siècle, et que cette crise n'a toujours pas été surmontée. Enfin, c'est le moment sauf votre respect sur la question quand même de la dénonciation de la société libérale, on a ce qu'il faut. Partout, le politique, oui, mais c'est pas de la dénonciation dont je vous parlais, c'est de critique. La critique, et la critique, c'est pas une dénonciation, c'est une analyse. Regardez, pour l'anecdote, regardez, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait les trois quarts des candidats à l'élection présidentielle qui étaient des anti-libéraux revendiqués, affirmés. Alors que le dernier, ça ne vous intéresse pas peut-être, mais laissez-moi terminer. Alors que le dernier candidat libéral en France affirmé comme tel, je crois que c'était Madeleine, il a dû faire 2,9% à une élection présidentielle en 2002. Donc je ne suis pas certain que l'équation libérale menace véritablement l'intégrité de la France. Sophie Péder, vous voulez rajouter? Sophie Péder, c'est écroulé. Tout le monde sait qu'il n'est pas soutenable, y compris les États-Unis, vous savez très bien qu'ils sont sous perfusion, et que tous les Français le savent, mais tous les gens du monde entier le savent. Est-ce que vous savez qu'il y a 80% des Américains qui condamnent le consumérisme? Et ça, c'est un phénomène fondamental. Max Weber avait expliqué que le capitalisme, s'il n'y avait plus d'adhésion, ne pourrait pas continuer à fonctionner. Il y a un énorme problème aux États-Unis, par exemple, de ce point de vue-là. Donc, il y a un changement de processus qui doit se mettre en place et personne n'assume cette responsabilité. Sophie Péder voulait rajouter quelque chose. Oui, Sophie Péder, c'est pas parce que les gens ne veulent pas lâcher un monde, ne veulent pas lâcher leurs acquis, leurs privilèges, ne veulent pas lâcher quelque chose. Si, j'en suis bien d'accord, mais je pense que si vous voulez, la responsabilité de la gauche, c'est de montrer... Non, mais s'ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent. Si vous, je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas un engagement, vous êtes un père, par exemple, ou un grand-père. On vous dit achetez une bagnole à 50 000 €. Vous avez des enfants ou des petits-enfants qui n'ont pas les moyens de se payer des études correctes, etc.
ils vont faire pression sur vous pour vous faire acheter la bagnole. Et donc, ils vont mettre dans une situation de ne finalement pas pouvoir... Et vous allez vous sentir très mal. Énormément de gens sont dans cette situation. C'est pour ça que 81% des Américains se sentent mal dans le consumérisme. Donc, il y a toute une partie d'eux qui va mal par rapport à ça. Mais il y a toute une autre partie qui se dit, oui, mais si on ne fait pas tourner ça, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et puis, par ailleurs, ce sont mes habitudes. Donc, il y a un conflit psychique en ce moment. Il faut que le politique porte ce conflit psychique, et ça doit se porter au niveau de l'économie psychique et de l'économie de la production. Libidinale aussi. Oui, je voulais juste revenir 2 secondes au réel plutôt qu'à votre spécialisme qui est évidemment la philosophie. Ce qu'il dit, c'est d'une grande réalité. Hein. Non, mais juste pas parler de l'économie réelle, pas d'un philosophe réel, évidemment. Ce qu'on oublie parfois en Europe, c'est que dans l'économie mondiale est en croissance. Il y a des régions, la plupart des régions du monde sont en croissance forte. Et quand vous voyagez ou vous visitez des pays comme le Brésil, la Chine ou autres, il y a vraiment un dynamisme, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui se créent. Et il y a beaucoup de Français qui sont allés à Hong Kong ou à Shanghai pour justement participer à ça. Et même en Europe, c'est pas que il y a quelques pays qui se tiennent plutôt bien. Je pense notamment à la Suède, par exemple, qui est un pays qui a su réformer sous un gouvernement de gauche. Et maintenant, c'est un pays qui se porte plutôt bien. Donc je pense que tout l'enjeu politique, c'est d'essayer de situer l'Europe dans tout cela et de redonner un peu une vision, un cap pour comment l'Europe ou comment la France pourrait bénéficier de cette situation ou trouver le même sentiment d'espoir plutôt que de laisser le pays dans une espèce de pessimisme. Il y a la théorie des climats de Montesquieu. Pardon, monsieur ? Il y a la théorie des climats de Montesquieu et l'économie suédoise. Enfin, les hommes de Suède ne sont pas comme les hommes du Sud. Oui, mais ça devient un prétexte. Ça devient un prétexte. Oui, mais parfois ça devient une excuse. Les Français ne peuvent pas changer parce que c'est un peuple conservateur. Mais si on croit qu'un pays a un avenir, et je le pense pour la France, c'est un formidable pays avec une culture, des traditions. Je crois, madame, que tous les pays, il y a cette espèce de pessimisme extrême. Tous les pays ont un potentiel d'avenir. Bien sûr. Il ne faut pas opposer comme ça que ce serait mieux ici. Moi, je passe mon temps à voyager. Ce qu'on pourrait peut-être souhaiter... Je ne dis pas que c'est mieux ailleurs, je dis juste que ça serait bien pour la France de retrouver un peu de confiance. Ce qu'on pourrait peut-être souhaiter, et j'insiste, et on n'y arrive pas, c'est quand même ce constat, on veut tous l'Europe, il y a un désir d'Europe. Il y a un très grand... Ça dépend laquelle. Tout le monde n'est pas d'accord sur quelle Europe. Alors, il y a un désir d'Europe, ça on le sent. Et je pense même que la résistance à l'Europe et le fait qu'il y ait toutes les réactions souverainistes qui sont les symptômes de ça, je pense que ça signifie que profondément il y a un désir d'Europe. Sinon, il n'y aurait pas en permanence ce désir de souveraineté. Autrement dit... Ça, c'est très psychanalytique. Non, c'est dialectique. C'est dialectique. Les gens estiment qu'il y a une réalité européenne qui les opprime plutôt, non, vous pensez pas ? Plus une idée avance en profondeur, le désir d'Europe, mais plus il n'est pas avéré. Et il y a des symptômes de contestation. Autrement dit, c'est sûr que quand on voit les discours d'un Guénaud, tout ça, on se dit, il a peur de ce qui va arriver. Bon, c'est évident que l'Europe, elle va se faire. Alors maintenant, comment elle va se faire ? C'est ça la question. Marie Degan voulait intervenir et puis... Non, je pense que estimer qu'il y a un désir d'Europe aujourd'hui, c'est une belle pensée et je serais heureuse qu'elle soit juste, mais je pense que c'est totalement faux. Il y a vraiment un repli nationaliste dans de très nombreux pays. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les deux choses vont ensemble. Alors oui, effectivement, pour la psychanalyse, les choses sont toujours complémentaires. C'est plutôt hegelien que freudien. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit une explication très juste sur la situation actuelle. La difficulté, c'est plutôt que les gens ont l'impression qu'il y a une Europe qui existe et qu'ils n'ont aucune prise là-dessus. Effectivement, vous évoquiez tout à l'heure la notion de perte de souveraineté, la question de la gouvernance européenne. Ils ont l'impression que les grandes décisions finalement se prennent en Europe et qu'ils n'ont aucune part à ces décisions-là. C'est ça la grosse difficulté. Donc ils n'ont aucune envie de plus d'Europe. C'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Vous avez toute une jeunesse qui est spontanément européenne, qui traverse les frontières, qui ne se sent plus... Mais non, vous avez les deux tendances. Et je crois que c'est ça la crise d'aujourd'hui. J'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir quand même à la question que je vous posais. La question que je vous posais depuis tout à l'heure, à savoir quelle est la différence entre la France de François Hollande, pardonnez-moi, et celle de Nicolas Sarkozy. Et je m'aperçois que les débats sont exactement les mêmes.
C'est-à-dire qu'on avait ces mêmes débats sur ce même plateau il y a un an, pas avec les mêmes. On arrête et vous faites une émission. Non. C'est pour ça que je vais vous ramener à la question que je vous posais, que vous vous plaigniez que personne ne disait ce qui s'était passé de bien depuis un an. Je vous y invite. Que s'est-il passé depuis un an qui fait que ce pays est plus agréable à vivre, à votre avis, évidemment? Elisabeth Rodriguesco, les choses qui ont changé. Ce qui a changé, par exemple, cet été, à partir de cet été, des couples homosexuels vont pouvoir se marier en France. Et après les mois de haine et d'homophobie qu'on vient d'avoir, moi je pense qu'il faut reconnaître que ce gouvernement a su tenir bon. Bon, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui font la même chose en même temps, mais il n'empêche que quand on entend les jeunes pousses de la droite, Valérie Pécresse, qui nous dit qu'elle va annuler les mariages homosexuels, bon, on les regrette pas et on n'est pas prêt de les regretter. Donc il y a des choses importantes qui ont changé. Bon, maintenant, la question européenne. Oui, la jeunesse aime l'Europe. Parce qu'il y en a qu'une là pour l'instant. Non, mais c'est la plus spectaculaire. C'est la plus Je vous parle de spectaculaire. l'impôt sur la fortune, je vous parle du mariage homosexuel, je ne peux pas vous parler de tout. Là, Les retraites sont revenues à 60 ans. L'âge légal, c'est de nouveau 60 ans. Mais on va augmenter les cotisations. Je voudrais revenir sur l'Europe. Je pense qu'on prend pour quelques milliers. Je pense que la jeunesse aime l'Europe, se déplace en Europe. Simplement, on risque de la décevoir profondément si on continue. Et là, il n'y a pas eu de changement avec François Hollande, de gouverner l'Europe, en gros, comme si on était à l'époque du Congrès de Vienne. C'est-à-dire que ces sommets de chefs d'État, où on passe une nuit entière en nous annonçant à 4 heures du matin qu'on a sauvé l'Europe pour la 17e fois depuis 3 ans, et qu'on a la crise suivante qui arrive un mois plus tard, visiblement... Non mais attendez... C'était pourtant vrai. Ça veut... On avait sauvé l'Europe momentanément. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé. On ne sauvera pas l'Europe, on ne sauvera pas cette monnaie unique tant qu'on continuera d'avoir ce système absurde avec 17 dettes publiques différentes et tant qu'on aura cette gouvernance absolument pas démocratique. C'est-à-dire qu'à nouveau, quand vous mettez 17 chefs d'État autour d'une table, avec en plus 2 qui sont un peu plus gros que les autres, le chef d'État français ou allemand, quel que soit leur bord politique, ça fait pas un parlement. Et parce que ça fait 2 personnes qui se tapent dessus, qui expriment chacun leur égoïsme national, et vous remplacez Sarkozy par Hollande, ça n'a rien changé. Donc il est plus que temps qu'on ait un saut en avant vers la démocratie européenne. Je pense qu'il faut partir des parlements nationaux, les mettre ensemble, faire un parlement de la zone euro ou des pays qui veulent aller ensemble. Vous prenez des choses comme ce qui s'est passé à Chypre. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez une décision prise à l'unanimité par tous les ministres des Finances, 17 sur 17, plus le FMI, plus tout le monde. Et quelques jours plus tard, ils nous disent « Ah non, en fait, on n'est tous pas contre cette décision, on n'est pas d'accord ». Personne n'assume les décisions parce que tout ça se fait en catimini, sans débat public. On vous annonce à chaque fois que l'Europe est sauvée. Bon, la dernière fois, il s'agissait quand même de prélever 10% sur tous les comptes bancaires. Quelques jours après, on a dit « Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, on va protéger les comptes bancaires jusqu'à 100 000 euros ». C'était Chypre. C'était Chypre, oui, mais si vous voulez, c'est cette affaire de Chypre illustre parfaitement le fait qu'on n'a pas du tout la gouvernance démocratique dont on a besoin en Europe. Et l'absence totale faite par François Hollande de propositions concrètes aux Allemands, parce qu'on se plaint beaucoup des Allemands qui ne sont pas parfaits, qui ont tendance à donner des leçons, ils ont fait beaucoup d'efforts pour leur réunification, maintenant ils ont tendance à donner des leçons à tout le monde, ils ne sont pas parfaits. Mais dans le fond, ils sont plus avancés que nous dans leur réflexion sur l'union politique. Je remarque que le nouveau président du Conseil italien a fait un grand discours en disant « Moi, je sais où on veut aller, notre rêve, il n'est pas ailleurs, c'est les États-Unis d'Europe ». Et il a fait cette proposition que fait Merkel depuis quelques années, qui est un véritable pied de nez à la France, qui est « On va élire au suffrage universel le président de l'Europe ». Et comme par hasard, c'est le président français, qui s'appelle Sarkozy Hollande, qui n'a pas du tout envie d'un président de l'Europe. Et alors, si vous voulez, bon, pour finir, moi je pense qu'on a plus besoin d'un Parlement européen. Il n'y a peut-être pas seulement le président, il y a peut-être aussi des tas de Français et d'Italiens et d'Allemands. Si on leur donnait la possibilité de choisir le président plutôt que Barroso soit nommé sans qu'on sache comment, je pense que les gens préféreraient choisir. Maintenant, je pense que la solution, elle est quand même plus dans un Parlement, un nouveau Parlement pour la zone euro qu'un président. Mais on peut avoir les deux. En tout cas, je remarque que sur ces questions-là, les propositions, elles viennent d'Italie, elles viennent d'Allemagne. Où est la proposition française de nouvelle gouvernance démocratique pour l'Europe? On nous dit on est pour l'intégration solidaire. Ben, très bien l'intégration solidaire, mais enfin c'est un peu abstrait quand même. Et ça fait 1 an qu'on nous dit on est pour l'intégration solidaire. Mais en termes de propositions concrètes, pour sortir de cette Europe du Congrès de Vienne qui ne résout pas les problèmes qu'on a à résoudre, ça, c'est pas de l'économie, c'est le modèle social européen qui est en jeu. Donc là, je trouve qu'on ne peut pas juste... moi, je suis d'accord avec plein de choses avec Jean-Michel et Elisabeth, mais je trouve qu'on ne peut pas juste faire le fan club de François Hollande. C'est-à-dire que là, il y a un besoin de proposition. Cette émission, c'est héroïque. Non, il y a des bonnes choses. Éric Brunet, je me rends compte d'une chose, Frédéric Tadei, c'est que le
digression en digression, on s'échappe de la question centrale. Donc je vais recadrer le débat. Il y a toujours quelqu'un dans une émission qui dit recadrons le débat. Et je m'en voudrais de quitter cet endroit sans, excusez-moi, c'est un grand classique que je vais asséner, mais sans répondre à cette question. Qu'est-ce qui a changé en un an avec eh bien, je vais vous le dire, c'est que c'est la fin du dépassement de soi. Oui, si vraiment vous me demandiez là, la tête sur le billot de résumer en une phrase, quitte à me faire lyncher par tout le monde, ce qui a changé dans la France de Hollande, c'est que bien évidemment, elle signe la fin du dépassement de soi. Voilà. Moi, je suis un brave mec de droite qui aime bien la méritocratie. Au fond, parlons de valeurs, la différence entre la gauche et la droite, il y en a quelques-unes. Pour moi, elle est là. C'est la France de la méritocratie contre celle, bon, de l'assistanat, pour faire un peu épais et lourd. Excusez-moi, c'est pas très gracieux. Voilà. Et donc, j'ai le sentiment que quelque part, ce Hollande-là, culturellement, parce que là, oublions l'économie, allons sur le matériau culturel auquel nous sommes tant attachés, le matériau politique, oui, par l'archipel de mesures qu'il a mis en place depuis un an, eh bien, il signe la fin du dépassement de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire par les têtes qui dépassent? C'est ça que vous voulez dire par le dépassement de soi? C'est-à-dire que... Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Oui, la fiscalité, les trajectoires des entrepreneurs, ces petits héros du quotidien qu'il faudrait magnifier un peu plus. En France, on les oublie tout le temps. La fiscalité à l'endroit de ces professions un petit peu de gens libres, les artisans, les commerçants, etc. Ces gens-là qui se battent au quotidien. Parce que vous savez, on parle tout le temps de Florange. Il y a une boulangerie-pâtisserie qui ferme tous les jours en France. Et il y a une clinique qui ferme tous les 15 jours. On n'en parle jamais parce que c'est du privé, c'est des méchants. Mais il n'y a pas que Florange dans la vie. Et les salariés ou les employés ou les gens qui sont comme ça en train de se battre au quotidien, ceux-là sont les grands oubliés finalement. Et donc oui, c'est la fin du dépassement de soi. Mais dépassement de soi, vous voulez dire que Sarkozy a fait du dépassement de lui-même, mais pour aller où? C'est bien de se dépasser, mais pour aller où? Mais il ne parlait pas de Sarkozy. Ah non, vous parlez de la capacité. Mais attendez, est-ce que vous ne pensez pas que tous les jeunes du Parti socialiste, tous les jeunes qui sont battus pour ce qu'on pourrait appeler une France plus juste, là aussi, puisqu'on va vous allez dans les clichés, j'y vais aussi. Enfin, vous ne croyez pas qu'il y a eu du courage? Vous ne croyez pas qu'il y a eu du dépassement de soi pour arrêter? Non, mais indéniablement, simplement, la société pour laquelle ils se sont battus, c'est une société qui a d'autres valeurs respectables, justice sociale, etc. Mais simplement, c'est la France, pour faire court, de la justice sociale contre la France des trajectoires méritantes. Voilà. Parce que vous pensez que la justice sociale n'est pas méritante, elle est très méritante. Mais on est d'accord, mais vous savez très bien qu'on est le pays le plus généreux du monde. On est le pays le plus généreux du monde avec le Venezuela. Je vous remercie d'être d'accord avec moi, cela vous honore. Justement, continuons sur alors qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé et en bien. Bernard Stiegler. Oui, pour répondre à cette question, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la croissance. Ce qui n'a pas changé, et ce que je regrette, c'est de remettre en cause ce dogme de la nécessité de la croissance. La croissance, c'est un concept qui est né dans les années 30, avec des indicateurs de croissance, tout un appareillage, un PIB, etc., et qui ne fonctionne plus. Et donc ce modèle, là où je pense qu'il y a un problème dans le discours, par exemple, de François Hollande, y compris dans sa campagne, et l'article dont je parlais tout à l'heure à propos dans Télérama le disait, c'est qu'il faut sortir de ce truc, qui ne mène nulle part. Parce que ce modèle de la croissance qui correspond à 50 ans ou 60 ans de développement après Roosevelt, il ne marche plus. Il était fondé sur une société... Vous revenez à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'emploi. C'est bien pour ça que vous aviez l'air de dire que tout à l'heure que le problème n'était pas résolu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres modèles de développement qui ne sont plus les modèles de la croissance, qui sont les modèles de la contribution et qui ne reposent plus sur une opposition fonctionnelle entre production et consommation. Et par rapport à ce que vous disiez... Dans quel pays vous trouvez votre modèle de croissance? Mais il est en train d'émerger, ce modèle. Donc, c'est ça le problème. Et en revanche, ce qui est en train de se développer, par exemple, il y a un rapport qui a été fait par un inspecteur des finances et un conseiller d'État, qui est le rapport Colin et Colin sur la fiscalité numérique, qui, dans la première partie en particulier de ce rapport, montre qu'est en train d'émerger une économie tout à fait différente, qui ne fonctionne absolument pas sur les bases de la production industrielle classique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas industrielle, d'ailleurs, hein, et que ça nécessite de repenser en totalité la fiscalité, le droit du travail, etc., etc. Et c'est en train d'émerger. À l'époque où Henry Ford, en 1908, a commencé à reprendre les idées de Frederick Taylor, etc., il avait contre lui absolument tout le monde. Et on disait, mais ça n'existe pas, votre truc, jamais un ouvrier n'achèterait une bagnole. Bon.
Et 10 ans plus tard, il le faisait. Parce que quelque chose était en train d'émerger. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, par rapport à ce que disait Thomas Piketty, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez sur la nécessité de construire une véritable Europe, une démocratie européenne. Mais tant qu'il n'y aura pas un discours sur le rôle de l'Europe dans ce nouveau modèle, les gens n'auront pas confiance dans ce que vous leur proposez. Parce qu'ils diront, mais on va encore redéléguer, ils ne comprendront pas. C'est-à-dire que l'Europe se construira sur un projet nouveau de modernité. Modernité, ultramodernité, ou appelez ça comme vous voulez, ça m'est un peu égal, mais il faut qu'il y ait un nouveau projet européen par rapport aux transformations qui sont en train de s'accomplir. Et donc, tant qu'on ne portera pas cela, les gens ne feront pas confiance. Et ils auront raison. Et ils ne feront pas confiance parce qu'on ne leur fait pas confiance. On ne fait pas confiance à leur capacité à comprendre ces nécessités. Les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit. Mais on s'adresse à leurs bêtises. On sollicite, quand je parlais de la vulgarité de la langue, tout à l'heure, c'est de ça dont je voulais parler. Et quand on sollicite ça, on le déclenche. Et à partir de là, on joue, parce que les pulsions, ça se contrôle beaucoup plus facilement que les désirs. Les désirs, ça se contrôle pas. Et à partir de là, il faut construire un nouveau discours. Et alors, je sais que c'est pas du tout réaliste ce que je dis, etc., mais la réalité, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est de regarder à l'avenir. On arrive à la fin, alors très vite, Sophie Pédère, je vous en prie. Non, mais je pense qu'il faut. Nous sommes à la frontière d'une nouvelle époque, c'est sûr. Et ça sera numérique, et ça sera sans les mêmes hiérarchies qu'avant. Et il faut un discours qui convient à cela. Mais c'est tout l'art de leadership, et c'est ça qu'il faut. Alors, Thierry Sausset et Marie Degan. Oui, juste sur l'Europe. Évidemment, ça ne marche pas. Moi, je vous entends avec intérêt. Mais tout ce que vous proposez n'est pas faisable aujourd'hui. Si on n'avait pas avancé dans le désordre, d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 20 ans, comment les peuples pensaient qu'il fallait justement garder la souveraineté. Et ça vaut pour la droite et pour la gauche. Hein. Et donc on a avancé de manière un peu chaotique. On ne peut pas avancer beaucoup plus loin, sauf à faire la démonstration que ça sert à quelque chose. Et c'est là où la politique reprend évidemment le dessus et le pouvoir. Et c'est là, moi qui ai vécu pendant quelques semaines avec François Hollande et le pouvoir socialiste, qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps, je mesure que même sur l'Europe, on est dans l'inconstance. Voilà, on essaie de faire avec l'Italie, la Grèce, l'Espagne, et puis après on se dit qu'il faut quand même faire avec l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé, cette polémique indécente, où des ministres du gouvernement français traite d'irresponsable le Parti socialiste, c'est-à-dire le parti du gouvernement français. Et donc quand je parle d'inconstance, critique qu'avait fait le Parti socialiste bien sûr. Et donc quand je parle d'inconstance, d'incohérence, de revirement, de reniement, de tout ce qui abaisse en quelque sorte la crédibilité de la parole publique, ça vaut aussi malheureusement sur les questions européennes. Marie Degan. Oui, vous parliez de vulgarité de la langue. Il me semble que quand effectivement on estime que le grand danger, c'est que le politique ne parle plus à la rationalité des citoyens, et ça je suis d'accord avec vous, le danger c'est pas la vulgarité, c'est pas ça qui nous guette. La question c'est la responsabilité de dire les choses qu'on est en train de faire. Et ça je pense que c'est un des grands périls du pouvoir actuel, alors sûrement parce qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger, comme vous le dites peut-être, mais c'est de ne pas être capable de mettre en mots la vision cohérente de ce qui va être construit par les différentes mesures proposées. Et ça, c'est pas une question de vulgarité, peut-être, mais pour moi, c'est un péril bien plus grave, qui est finalement que les citoyens se sentent pris par quelque chose qu'ils ne leur aient pas dit, qui serait une forme de mensonge démocratique. Et je ne sais pas si c'est sciemment fait ainsi, ou si c'est par défaut de pouvoir conceptualiser ce qu'on est en train de mettre en œuvre, mais en tout cas, ça me paraît très important et très dangereux pour la démocratie. Jean-Michel Ribes, dites-moi un truc bien qui s'est passé depuis un an, parce que vous aviez l'air de reprocher au fait qu'on n'avait pas assez dit. On en parlait, moi je crois que l'histoire de l'avancée pour la société, l'égalité, vous savez, on disait jusqu'à présent, le droit des hommes, mais il n'y avait pas le droit des homos. Ça, je pense que le droit des hommes soit aussi le droit des homos, ça a été une chose beaucoup plus importante qu'on ne croit. Mais moi, je veux pas. Vous verrez que dans 30 ans, c'est ça qui va. Et en plus, je voudrais vous dire une autre chose. Il y a encore une autre 4 années qui lui reste, sinon on plie le bagage. C'est une mesure sociétale, l'abrogation de la peine de mort qui est dans l'imaginaire collectif. Il y a l'allongement de. C'est pas sociétal. On a oublié les millions de chômeurs, on a conservé que l'abrogation de la peine de mort. Mais ça, vous devriez vous demander pourquoi. Pourquoi l'histoire? Moi, je fais de l'histoire. Pourquoi c'est ça qu'on parce qu'on est Pourquoi est-ce qu'on se souvient? On est passionnément pétri d'idéologie. Mais non, mais attendez. Pourquoi on se souvient de Simone Veil comme quelque chose d'inouï? Je vais vous donner la parole, Elisabeth Oudinesco. Terminé, Jean-Michel Ribes. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'en effet,
il y a un truc tectonique entre un monde qui s'achève et un monde qui naît et tout le monde raisonne, alors que je pense que ce n'est pas le raisonnement qui prime, il faut que ce soit la pensée. Oui, le raisonnement tue la pensée. Et je pense que, pour terminer sur une note positive, je pense que, comme le disait Nietzsche, les étoiles naissent d'un chaos. On est dans un chaos, mais des étoiles vont naître. Oui, mais il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. On va parler de musique. C'est du même auteur. On va parler de musique dans un instant, d'ailleurs. La musique, vous ne l'avez peut-être pas, moi je l'ai. Et je trouve qu'elle est très agréable. Je vous envoie une phrase consensuelle et vous voyez comment vous m'envoyez ça en fin d'émission en plus. Mais non, l'émission n'est pas terminée. On va parler de musique. Franchement, c'est pas très élégant. Vous parlez de vulgarité tout à l'heure, mais bon. Elisabeth Roudinesco, avant qu'on passe à la musique et au cinéma. Elisabeth Roudinesco, dernier mot sur le sujet, sur celui-là. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la lucidité n'empêche pas un certain optimisme. Moi, je ne suis pas une idolâtre de quoi que ce soit, mais soyez un peu optimiste. Voilà, on est dans une crise profonde. Je pense que ce gouvernement fait ce qu'il peut. Il est évidemment au plus bas dans les sondages. Ça ne veut pas forcément dire que tout est épouvantable. Soyez un peu raisonnable quand même. Vous avez traversé une crise à droite absolument dramatique quand il y a eu Copé et Fillon. Bon, ça arrive à tout le monde. Voilà, réfléchissez un petit peu. Thomas Piketty, un dernier mot, et Sophie Péder. Oui, moi nouveau monde, nouveau modèle. Moi, je pense qu'il faut quand même en rester à des choses simples. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, en Europe, on a la meilleure assurance santé du monde. Je voudrais qu'on ait les meilleures universités du monde. L'économie Internet, ça change des choses et ça change pas tout en même temps. C'est-à-dire la contribution, vous voyez, le problème, c'est vous avez des entreprises aujourd'hui, Google, leur vision de l'économie, de la contribution au XXIe siècle, c'est on va fixer nous-mêmes notre taux d'impôt et puis le reste, on fera des dons pour abonder des fonds. Bon, moi, je pense que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de continuer, de faire payer des impôts. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire tout seul. Parce qu'un pays tout seul est trop petit, on n'arrive plus à faire payer les impôts qu'il faut. Et derrière ça, c'est pas juste les impôts, c'est à nouveau, on veut avoir les meilleures universités du monde. L'abolition de la peine de mort, ça fait partie du modèle européen par rapport au modèle américain qui met 10% de sa population noire âgée de 20 à 40 ans en prison et qui applique la peine de mort. Donc c'est normal qu'on se souvienne de l'abolition de la peine de mort. Tout ça, ça fait partie de notre modèle social. Mais pour franchir les nouvelles étapes, je crois qu'il faut quand même rester simple sur l'économie de la contribution. Ça ne va pas non plus tout changer. Partons de ce qui va bien en Europe et de ce qu'on veut faire marcher encore mieux. Sophie Péder. Je pense que le défi pour l'Europe, pour nous les Européens, c'est justement de garder ce qui est précieux dans notre système, mais également de savoir participer à ce qui se passe. C'est une aventure qui pourrait apporter vraiment des belles choses. Mais il faut pour ça un leader qui arrive à expliquer aux Français que dans certains domaines ça va être mieux, mais dans certains domaines cet ajustement ça va être difficile. Et pour ça il faut dire la vérité. Il ne faut pas traiter les Français comme des enfants et il faut préparer ce nouveau monde pour que nous, Européens, on puisse participer. Je vais vous poser une petite colle.